comment sommes-nous passés d'un peuple réputé pour ne pas tuer ses rois à un peuple réputé pour les tuer plus qu'ailleurs? Quels sont les changements sociétaux qui nous ont amenés à l'entartage de principes? Quelle a été l'évolution de la pensée sur ce point? Et pour finir, comment sommes-nous passés du régicide au terrorisme? Et pour cela, je vous propose de voir les assassinats politiques en France qui nous ont amenés à être qui nous sommes aujourd'hui. Je m'appuie sur l'ouvrage de Colette Baume et Nicolas Perruchot, L'assassinat politique en France. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Alors, passons la période mérovingienne qui a été régicide, certes, mais surtout d'une violence endémique telle que nous avons du mal à saisir son caractère. À partir de la période carolingienne, nous n'avons tué aucun roi. Nada, wallo. Nous étions le peuple où être roi était être intouchable. Alors, dans l'esprit populaire, certes, mais également chez les élites, le roi est intouchable. Pour Philippe IV le Bel, le sang des Capétiens est le sang d'une race supérieure, pour ne pas dire d'un sang sacré, et cette croyance se développe énormément à partir du XIVe siècle. Non seulement le sang des Capétiens est réputé être proche du sang du Christ, mais en plus il porterait en lui des vertus exceptionnelles. Le roi qui touche est le roi qui guérit. Et en miroir, le roi est intouchable. Le faire serait un scandale, et même les objets touchés par le roi sont intouchables, et les toucher est sacralisé. Les rois sont d'une race supérieure. Et j'utilise le mot race à escient parce que c'est bien ainsi qu'ils se définissent. La race, avant d'être quelque chose qui définirait des ethnies différentes les unes des autres, elle définit d'abord et avant tout un rapport hiérarchique. Le sang bleu n'est pas le sang commun des gueux. C'est après que le mot prendra un autre sens. Et en plus, le pouvoir des rois vient de Dieu. Et même les rois excommuniés sont dans la pratique intouchables. Et des rois excommuniés en France, on en a eu. Mais alors, que se passe-t-il au XVIe siècle pour que cela change? D'abord, on a quitté le Moyen-Âge et on est entré dans la Renaissance. Le monde intellectuel est inondé d'idées nouvelles, ou plus exactement, il redécouvre les textes antiques. Par ailleurs, nous sommes en pleine guerre de religion, et après Henri II, les rois se succèdent, mais les échecs politiques aussi. Et apparaît une question, que faire des usurpateurs, des rois inutiles, des mauvais rois? D'une part, dans la culture gréco-romaine, on fait la différence entre le bon roi et le tyran. On retrouve cette pensée aussi bien chez Aristote que chez Cicéron. Et cette pensée est admise au Moyen-Âge. D'autre part, la Bible n'est pas claire. Si selon le livre de David, le pouvoir vient de Dieu, seul Dieu peut le retirer. Mais Judith, elle, toujours dans la Bible, tue le roi assyrien. Alors certes, comme le fait remarquer Colette Baume, à l'époque, il est vrai que bon nombre de Français sont persuadés qu'il n'y a et qu'il n'y aura jamais en France de mauvais rois, même si certains sont entourés de mauvais conseillers ou mariés à des Italiennes suspectes. Enfin, ça, c'était avant. Avant qu'Henri III ne se tue symboliquement. En effet, l'assassinat du duc de Guise se révèle être un vrai suicide politique. À partir de ce moment-là, Henri III devient le roi inutile. Et maintenant qu'il est mort
symboliquement, on peut le tuer physiquement. Et au-delà du ridicule de la mort de Henri III qui meurt sur le trône, cet événement est un tournant. Jusqu'ici, aucun roi n'avait été tué en France depuis les Carolingiens. Et de cette histoire, il y a bien une leçon à retenir. Pour tuer un roi en France, il faut d'abord le tuer symboliquement. Détruire la réputation de cette personne et en faire un roi inutile. Après Henri III, ce sera le tour de Henri IV, puis de Louis XVI? Non, de Louis XV, qui va essuyer une tentative d'assassinat. J'aimerais que l'on se penche un peu sur cette tentative. Rappelez-vous, le roi touche, le roi guérit. Et sous Louis XV, c'est encore vrai. Si Louis XV s'y refuse, fait tout pour ne pas avoir à toucher son peuple, passe par des chemins détournés, le peuple, lui, y croit encore. Et que constate le peuple? Que le roi ne s'occupe pas d'eux. Que le roi ne passe plus par les grands chemins, alors que le passage du roi était censé faire pousser les blés. Or, le roi touche et est intouchable ne fonctionne que si le roi touche. Le roi ne touchant plus, il n'est plus intouchable. Alors certes, la tentative d'assassinat est ratée. En revanche, elle marque un tournant dans l'esprit populaire. Par la suite, on tuera Louis XVI et par là même la monarchie. Les restaurations qui suivront ne seront que le soubresaut d'un monde, d'une organisation sociale révolue. Napoléon sera exilé comme un vulgaire usurpateur, et Louis XVIII et les autres n'auront jamais l'envergure des rois d'antan. Ceci dit, ce n'est pas la fin des assassinats de nos dirigeants politiques. Je dirais même que ce n'est que le commencement. Alors, on se souvient forcément de Charlotte Corday, qui tue Marat. Le public sera séduit par cette femme brillante. Elle en finira pas moins la guillotine. Le peuple est devenu souverain. Si les révolutionnaires tuent leurs tyrans, la révolution tue ses enfants. Les régicides d'Ancien Régime se transforment peu à peu en attentats terroristes. En Vendée, Westermann fait des ravages. Il écrit « Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre avec ses femmes et ses enfants. J'ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré des femmes qui n'en feront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. » Il sera guillotiné à son retour. Mais le vrai tournant est le 24 juin 1894, avec l'assassinat de Lady Carnot. Les anarchistes y perdront, alors que la République ne sera même pas ébranlée. À ce moment-là, l'ère des attentats individuels est terminée, celle des minorités agissantes au sein des masses va commencer. Elle se nourrit de l'instabilité politique comme elle nourrit l'instabilité politique. La dernière phase de désacralisation du souverain est sans doute l'attentat du Petit Clamart, duquel Charles de Gaulle sort indemne miraculeusement. 3 ans plus tard, en 1968, il gracie tous les auteurs. Les régicides étaient pratiqués par des gens ordinaires qui n'agissaient que pour des raisons politiques. Avec le temps, les rois et les dirigeants sont devenus des hommes comme les autres, des morts pour la France comme les autres, et leurs assassins des criminels comme les autres. Alors, quelle forme prendra l'assassinat politique dans l'avenir? Nous en savons. Je suis pas Madame Irma et je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas s'arrêter, ils vont s'inscrire dans notre tradition. Le mythe de la bataille de Bouvines comme fondatrice de la France n'a pas pris.
Les Français se réfèrent traditionnellement à des héros déchus, comme Francion, héros de la guerre de Troie, ou Vercingétorix et la guerre des Gaules. La France naît de la défaite, de l'exil et de l'assassinat.